Alors, je vais convier sur l'estrade Murat Draman, qui est vice-président d'une association qui s'appelle CASAD en Turquie, qui nous apportera un éclairage un peu particulier sur la plongée sous-marine. Bonjour Murat. Je vais appeler Robert Verrocchio, qui est lui un élu. Il est maire de la municipalité de Pineto. Il est aussi président du conseil d'administration de l'espace protégé de Torre del Cerrano en Italie. Et je vais appeler Fotis Papoulias, qui est à la commission environnement, DG Environnement, coordinateur des politiques. Ça va, tout le monde est installé? Alors, j'ai adressé une première question à Mourad. Vous êtes aussi professeur d'ingénierie industrielle et vous êtes aussi plongeur. Donc, ça nous intéresse tout particulièrement puisqu'on sait que les espaces naturels sont un peu au hit parade des destinations de la plongée. Vous êtes aussi engagé sur l'espace protégé, le parc national de Kaşkekova en Turquie, qui est aussi un nom emblématique, qui ne nous apparaît pas complètement étranger, puisqu'on en a déjà entendu parler. Vous nous disiez que le parc n'était pas encore doté d'un plan de gestion, mais à votre avis, quelle est la vraie volonté finalement, quelle est l'implication des plongeurs que vous représentez à travers votre association pour s'engager aux côtés du parc dans la protection de l'espace marin du parc national? Merci Nicolas. D'abord, bien sûr, je suis très content de partager ces journées avec vous, même après un déjeuner où je vous promets, je n'ai pas pris de vin, j'ai pris que du café. Mais quand même, je m'excuse pour mes fautes de français imminentes. Donc, je représente cette association de plongeurs. Je fais partie d'autres associations de recherche sous-marine en Turquie. Mais cette association, c'est surtout formée par les professionnels de la plongée et 15 centres de plongée à Kaş qui veulent bien se présenter un front uni quand il y a des problèmes, mais surtout pour participer effectivement à des projets comme l'aire marine protégée qui est présenté à Kaş et assurer une participation active et effective. Hier, sur le bateau, quand j'ai entendu parler de cette période de gestation du parc national des Calanques qui avait duré 12 ans, j'étais un peu rassuré quand même. Et c'était une très bonne remarque de nous rappeler de sourire quand même quand on est souvent en face des situations où il y a des difficultés à dépasser. Donc je vais juste commencer par placer un peu Kaş dans votre mémoire géographique, disons. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est au point le plus en sud de la Turquie, sur une grande péninsule qui s'appelle en fait la péninsule de la Lycie antique, ou la péninsule de Teke après, et Kaş, comme vous voyez, c'est complètement au sud. Et à l'est et à l'ouest de cette location, il y a 2 aéroports, et autour des aéroports, bien sûr, jusqu'aux vicinités de Kaş, en fait, il y a vraiment beaucoup de tourisme que vous avez appelé bronzage, vice-versa, boîte de nuit, etc. Mais justement, cette pression s'arrête jusqu'à une centaine de kilomètres. Enfin, cette pression affecte Kaş et son environnement. Mais la chance de Kaş, disons, c'est que cette route que vous voyez, qui est sur le littoral, a été juste terminée dans les années 70, où les gens ont commencé à découvrir cette région. Donc Kaş a été épargné plus ou moins de ce développement un peu sauvage des grands hôtels et du tourisme de masse dans la région. En commençant par Fethiye vers l'ouest, donc là où il y a un aéroport de Dalaman, il y a beaucoup de ces grands hôtels. C'est vers
les 40-50 km de Cache que commence en fait un tourisme un peu différent de tout cela. La même chose du côté de Antalya jusqu'à la petite ville antique que vous voyez là qui s'appelle Myra. C'est vraiment du grand tourisme de masse qui affecte beaucoup notre région. Mais Cache, qui a été épargné de toutes ces attaques, disons, s'est vu développer dans ces 30 dernières années une espèce de tourisme qui était une alternative à tout ce qui se présentait autour, c'est-à-dire que, étant une région montagneuse et riche en histoire, donc on a échappé plus ou moins à l'attaque immobilière jusqu'à présent. Et les gens qui sont arrivés à Cache, ça n'a pas été les gens qui ont choisi la facilité des grands hôtels dans la région, mais des gens qui surtout cherchaient les activités comme la plongée, qui a fait de Cache le premier endroit de choix populaire pour les plongeurs, et puis des sports comme le kayak de mer. Donc je vais montrer ici sur un dia, qui viendra après, voilà. Sans faire beaucoup de publicité, j'ai enlevé tout ce qui était texte concernant ma compagnie à moi, mais toutes ces activités sont présentes dans la région et elles ne sont pas vraiment présentes ailleurs, ou bien en très petit volume. Donc la plongée, le kayak de mer, la plongée, scaphandre, le coast-stealing, c'est une traversée côtière comme faire de l'escalade à l'horizontale et puis sauter dans l'eau quand il faut. Et puis d'autres activités en fait qui sont basées sur la découverte de notre patrimoine naturel et historique, car cette région aussi est très riche en archéologie et matière historique. Donc quand vous regardez cette aire marine protégée de Cache Kekova, vous voyez à l'ouest Cache et ces îles de Kekova à l'est. Cache vraiment est le centre de toutes ces activités que vous avez vues, et Kekova reçoit quand même une forte pression de la part du tourisme de masse, plus ou moins, qui vient jusqu'à Myra, où il y a, peut-être que vous savez, l'église Saint-Nicolas de Papa Noël, qui est sacré pour les orthodoxes russes et qui viennent jusque-là et puis qui continuent leur balade par une balade en bateau dans la zone de Kekova où il y a la fameuse cité engloutie archéologique qui est unique au monde. Mais en fait, ça se fait sous forme de grands bateaux à fond un peu de verre et puis oui, des bateaux discothèques, etc., qui envahissent la région. Et dans cette région aussi, donc, toute cette pression commence à peser un peu sur le parc et sur les autres activités qui se trouvent bien sûr en conflit avec ces bateaux d'excursion une fois que un certain volume est atteint. Donc, je vais aussi me servir un peu de mon texte. Donc, le modèle économique de tourisme qu'a vu Cache Kekova a différencié avec succès jusqu'à présent Cache de ses alentours, et il a fait de Cache un centre que pour ces activités-là. Donc les gens ne viennent pas à Cache pour faire du shopping, les gens ne viennent pas à Cache pour vraiment découvrir une culture très différente. Ça commence peut-être avec le désir d'étaler ce genre de tourisme de découverte sur les 12 mois pour aller plus dans les vallées et s'éloigner du littoral. Les gens ne viennent pas à Cache pour une gastronomie bien particulière. Les gens viennent à Cache pour cela, pour ces activités-là. Et une fois là-bas, il y a toutes ces activités secondaires qui fait que ils sortent la nuit, ils mangent, etc. Pour plus ou moins chaque 100 $ amenés à Cache par touriste, on estime à 27-28 $ la part de la plongée, parce que vraiment les clubs, les centres de plongée emmènent beaucoup de monde à Cache. Donc les gens qui viennent à Cache pour voir la Lycie antique, sa faune, sa flore, son monde sous-marin, et les gens qui ont décidé de vivre à Cache comme moi, nous sommes là vraiment pour
un plan de vie qui est centré sur la présence de ces activités, sur le guidage et sur la façon de gagner sa vie de ces activités-là. Donc, du côté de Cache, l'AMP se trouve dans la position de gérer les activités de plongée et de kayak de mer et bien sûr les zones de pêche, de non-pêche, etc. Je vais vous montrer quelques exemples sur le dia suivant. Bien sûr, donc, il y a les zones rouges de non-plongée, les zones mauves une zone mauve de diminution des activités de plongée dans une région assez délicate. Il y a des aires de non-pêche qui sont en pointillé du côté de Cache, même en dehors de l'aire marine protégée. Et du côté de Kekova, il y a vraiment très peu de plongée, un peu de kayak de mer et de randonnée qui partent quand même de Cache. Mais disons que pour nous, concernés, les gens qui sont vraiment concernés dans cette histoire avec l'AMP, c'est les plongeurs et les pêcheurs qui sont positionnés à Cache. Donc cette AMP a été le résultat d'une dizaine d'années d'études facilitées par la WWF, avec des scientifiques dont un bon copain Bakio Kesh est présent ici. Et après cette période d'une dizaine d'années, dans les années 2011, le plan de gestion a été proposé, mais ça a attendu sur la table des bureaucrates pendant plus d'1 an avant d'être signé. Mais même après cette signature, malheureusement, ça reste un peu un AMP sur papier, parce que à la même époque, juste 1 an avant, le gouvernement a décidé d'abolir le bureau qui s'occupait de toutes les aires marines protégées, les aires protégées spécialisées en Turquie. Donc notre seul interlocuteur maintenant est devenu le gouverneur local pour résoudre quoi que ce soit ou d'impliquer quoi que ce soit comme gestion de cette aire marine protégée. Un gouverneur à Kekova, un gouverneur à Cache. Et pas de plan de gestion, pas d'équipe sur place, pas vraiment d'infrastructure de contrôle, de divulguer l'information aux bateaux de plaisance ou aux pêcheurs qui arrivent. Et dans tout cela, les pêcheurs, bien sûr, se trouvent comme une communauté qui ne sont pas contents du tout, parce que c'est seulement eux qui se voient contrôler un peu dans leurs activités, parce que les zones de non-pêche font partie non seulement du plan de gestion, mais en fait, avant cela, d'un circulaire qui contrôle la pêche. Donc, les zones de non-pêche ont déjà été imposées. Tout le reste de l'effort de contrôle et d'information se fait d'une manière volontaire par les centres de plongée et avec l'appui de la WWF, avec les brochures et tout qu'ils impriment et les panneaux qu'ils font faire pour nous. Donc, d'un côté, tout est volontaire, mais de l'autre côté, seulement les pêcheurs sont imposés certaines règles. Et en plus de la situation actuelle où il n'y avait pas... Bon, si peuvent attendre un peu quand même, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pêche avec beaucoup de succès déjà, mais ils se trouvent plus ou moins attaqués par la présence des espèces lessepsiennes comme un poisson ballon toxique, et même maintenant, il y a 1 semaine, a été observé le premier poisson lion à Cache. Donc on a vraiment une désertification plus ou moins de la zone à cause des poissons lapins. Donc il y a des problèmes écologiques dus aux espèces invasives qui diminuent directement ce qu'ils attrapent. En plus, ils sont contrôlés. De l'autre côté, ne sont pas contrôlés les bateaux qui pourraient jeter leur ancre à côté de nos bateaux de plongée sur les herbiers de Posidonie, ou bien les bateaux de plaisance qui font les balades jusqu'à Kekova peuvent s'arrêter n'importe où ils veulent dans la zone et faire de la chasse à arbalète pour nourrir les clients qui sont sur le bateau. Donc il y a beaucoup de pêche aussi amateur qui gêne
Et il y a beaucoup de pêche interdite qui est là pour fournir le poisson nécessaire à l'industrie des restaurateurs à cache. Donc on se trouve dans une situation où les pêcheurs qui ont la possession normalement de ce petit port qui est refuge de pêcheurs, en fait, c'est même pas un port, qui se trouve bloqué dans un petit coin du port et qui, bien sûr, ressent toute cette pression de nouveaux bateaux de balade jusqu'à Kekova, qui devient plus ou moins leur deuxième profession ou leur profession de recyclement dans cette industrie de tourisme. Et souvent, les pêcheurs, maintenant, ils font ça à côté d'être capitaine dans un bateau de plongée. Et ils voudraient bien sûr pouvoir pêcher dans des zones qui sont très près de la ville pour revenir, juste après avoir jeté leur filet, à leur deuxième boulot d'être le capitaine d'un certain bateau de tourisme. Donc nous, comme plongeurs, tout ce qu'on peut faire, c'est d'abord, on croit que le succès de cette aire marine protégée, vraiment, est la condition sine qua non pour la réussite de notre mode de vie dans cette région, même si c'est juste un idéal et qu'on n'a pas pu, pour l'instant, l'appliquer. Il y a des projets en développement, mais c'est vraiment très lent. Et c'est ça qui nous empêche de sourire parfois un peu. Mais tout en informant les gens avec la participation d'autres associations, par exemple l'association de recherche sous-marine SAD, qui a commencé un projet de pêche responsable dans la région de Cache à cause de la présence de cette AMP et à cause de la culture des gens qui sont dans la région et qui sont positifs pour ce genre de projet. Nous, en plongeurs, on continue à sensibiliser les plongeurs qui arrivent à Cache, même si c'est juste une étiquette d'aire marine protégée et sans bateau de contrôle, sans rien. Mais ces gens-là, justement, deviennent demandeurs d'informations et nous demandent des comptes parce qu'on leur demande quand même de faire des donations pour faire des amarrages qui ne gêneraient pas la Posidonie et qui, eux, ils veulent voir des résultats. Et le manque de contrôle de bateaux de gestion et d'informations directes et officielles par un bureau inexistant à Cache, bien sûr, met en doute sur la continuité et le succès de cette AMP. Mais encore une fois, même si c'est potentiel, on voit l'AMP comme la seule moyen utile possible pour la réussite de ce mode de vie basé sur les activités de découverte des richesses culturelles, et historiques et naturelles de la région. Et rien d'autre parce que déjà, Cache s'est mis dans cette situation d'être différent de tout ce qu'il y a autour de ce tourisme de masse par son caractère justement de tourisme alternatif et durable. Merci Mourad. Ça a été un peu long, désolé. Deux réactions très... Merci. Deux réactions très rapides sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie complexité lorsqu'on organise une concertation avec des usagers économiques d'un territoire, parce qu'à l'issue de la concertation, ce que chacun va retenir, c'est la part de concession qu'il a dû accorder pour respecter, pour aller dans le sens du projet de protection, alors que le bénéfice, lui, ne se manifestera qu'à terme, compte tenu, je dirais, de la lenteur d'évolution ou de ressaut écologique, notamment par rapport à la plongée ou à la pêche. Donc je pense que ça, c'est une vraie difficulté, c'est-à-dire qu'il faut presque arriver ou parvenir à faire appréhender la plus-value au moment où on la négocie, alors que pratiquement, elle ne se manifestera que plus tard. Il y a un deuxième point qui me paraît important dans ce que tu as dit aussi, c'est qu'on voit bien que le développement économique, certes nécessaire, je dirais même indispensable dans les aires marines protégées, pose le problème dans les espaces qui sont habités de la coexistence entre l'ensemble des opérateurs économiques et de ceux qui vivent sur le territoire, qui sont parfois les mêmes. Et parfois, il y a un peu antagonisme dans la mesure où, dans un certain nombre de cas, le développement économique et ce qu'il induit fait un peu obstacle à la qualité de vie, à la vie quotidienne des gens qui vivent sur le territoire. Et je pense que ça, c'est aussi probablement un élément à prendre en considération dans la recherche des équilibres du juste niveau d'exploitation économique du territoire. Alors, on est un petit peu pris par le temps, mais je voudrais peut-être une réaction
de la Fédération française d'études des sports sous-marins, Fred Di Meglio, et de manière très brève, de savoir quels sont les engagements, les interventions, les implications d'une fédération nationale, hein, c'est quand même important, c'est un organe, je dirais, décisionnaire au sein de cette activité. D'une part, oui, quels sont les engagements, et d'autre part, mais il y a quelqu'un, je pense, qui va parler en son nom, c'est Julie ? C'est ça. Oui. Et j'avais une deuxième question, mais alors très rapidement, hein, on sait toujours qu'il y a une vraie difficulté à obtenir d'un acteur économique une indication sur son chiffre d'affaires, sur son bénéfice. Les gens sont un peu frileux parce qu'on voit bien ce qu'il peut y avoir derrière. Donc ce qui serait peut-être intéressant, c'est de s'interroger sur ce que peuvent attendre les exploitants économiques comme information qui pourrait leur être, donnée et en quoi elle peut les intéresser. Bon, alors je vais essayer de répondre en 2 temps. Donc, Julie Tinetti, je suis chargée de mission à la De court temps. FFESSM, donc Fédération française d'études et des sports sous-marins. C'est la plongée, mais pas que. Alors, juste pour situer dans le contexte, on a 2500 structures, donc 2100 clubs associatifs et donc 400 structures commerciales. Il faut savoir qu'on a 70% de nos structures commerciales qui sont situées sur le littoral méditerranéen, ce qui est assez important, et 25% de nos clubs. Donc effectivement, on est assez preneur d'outils qui nous permettraient de mesurer concrètement quels sont les bénéfices socio-économiques pour un club, pour une structure commerciale, du fait d'être intégré dans une aire marine protégée ou d'être en tout cas à proximité. On n'a pas vraiment d'indicateurs quantitatifs, à part sur le développement, les chiffres que je viens de vous donner. On sait que sur les dernières années, le nombre de structures commerciales, en tout cas sur les 10 dernières années, ne cesse d'augmenter sur le littoral méditerranéen. Et donc, par voie de fait, le nombre de plongeurs également. Et après, ce qui est très important pour nous aussi, au-delà des indicateurs quantitatifs, ça va être les indicateurs qualitatifs, qui sont plutôt versés sur le pan social et environnemental aussi. Mais sur le pan social, il y a un vrai bénéfice pour toutes ces structures-là d'être dans des aires marines protégées ou à proximité, parce que ça permet de créer un lien, un vrai ciment autour d'une identité. Et cette identité, au-delà d'être une identité de structure fédérale, c'est une identité autour du concept de plongée durable et responsable que nous, fédérations, on porte auprès de toutes ces entités. Notamment, on a développé un label depuis un tout petit peu moins d'1 an maintenant, qui s'appelle Ecosub, et qui permet justement, qui incite et qui permet aux structures qui se sont engagées en faveur du développement durable de valoriser justement leurs actions. Donc ça a été c'est une des premières étapes. On déploie un certain nombre d'outils pédagogiques aussi à destination de nos structures. Et ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont clairement en demande. Après, à côté de cet aspect-là, il y a aussi l'aspect où on incite l'ensemble de nos structures, dès que faire se peut, à être partie prenante, vraiment être intégrée dans les conseils de gestion des aires marines protégées. Parce qu'évidemment, plutôt que d'être simplement un acteur qui est sujet à des concertations, c'est bien d'être dans le dispositif pour faire valoir un petit peu ce qu'on peut mettre en avant pour favoriser justement le développement de ces multiples activités et de régler en amont aussi de possibles conflits d'usage. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que pour nous, la question, elle n'est pas seulement de quels peuvent être les bénéfices socio-économiques pour ces structures-là, du fait d'être incluses dans les aires marines protégées, mais c'est aussi de se questionner sur que font ces structures pour participer aux bénéfices socio-économiques. Donc là-dessus, on a pas mal d'exemples. Je peux donner des exemples assez concrets. On a beaucoup de participation de nos clubs de plongée dans les opérations, par exemple, de comptage d'espèces. Il y a par exemple quelque chose qui se fait depuis 2003 dans le parc des Calanques, où 1 à 2 week-ends par an, il y a plus de 200 personnes qui sont impliquées dans des opérations de comptage des mérous et des corbes. Ça représente à peu près 20 bateaux. Et puis, à mentionner également qu'on a développé un outil de sciences participatives qui s'appelle BioOps et qui permet, en gros, je schématise, aux plongeurs de faire des observations et de les géolocaliser. Et par une convention qu'on a menée avec le Muséum national d'histoire naturelle, de faire valoir ces observations pour qu'elles alimentent l'inventaire national du patrimoine naturel. Et donc, grâce à cet outil, nos plongeurs sont devenus les 2e contributeurs nationaux en termes de volume d'observations qui sont remontées, nationales, derrière la Ligue de protection des oiseaux. Voilà. Merci Julie de ce témoignage très illustré. Je peux confirmer d'ailleurs à travers un autre exemple, et c'est qu'on doit
à la contribution des clubs de plongée du parc, qui viennent régulièrement sur le parc national de Porquerolles, le fait d'avoir toujours un statut Colerpa 0 au parc national de Porquerolles, parce que c'est grâce à eux que nous avons pu monter annuellement les opérations de localisation, puis d'éradication. Donc je confirme toute l'importance finalement de ce travail commun, à la fois au titre du bénéfice économique, mais aussi, d'une certaine manière, du bénéfice écologique. Robert Verrocchio, donc vous êtes maire de la municipalité de Pineto, donc ça nous intéresse effectivement d'avoir la vue ou la perception peut-être plus politique de ces questions importantes qu'on se pose aujourd'hui, et de savoir dans quelles conditions ou dans quelles mesures ou par quels moyens vous pouvez contribuer finalement à la recherche du juste équilibre entre protection et développement économique de l'aire marine protégée dont vous êtes le président. Okay, I saw the question before, so I didn't understand it in French. But okay, thank you. You picked it up. Pardon? You picked up what I said? I picked up what you said. Okay, yes, okay. Thank you. Okay, my name is Robert Verrocchio. I'm a mayor of a small municipality in Italy, in Abruzzo. It's called Pineto. We have 50,000 residents, inhabitants in our town, and during the summertime we go up to 30,000. So we live much on tourism economy. It's the only town that doesn't have along the seaside cliffs. We have 6 kilometers of a pine grove, about 2,000 pine plants right near the water. And our first economy is tourism. Our MPA is rather young. It's got 5 years, and when we decided to establish a marine protected area, Torre Serrano, on our territory, something strange happened, because when we decided to establish, we had the economical sectors against us, we had fishermen against us, we had also farmers against us. But I remember we went ahead because we were sure of what we were doing. Now, the strange thing is that after 5 years, all the economic sectors are happy. Hotel operators, bathing facilities operators, farmers are happy. There was no reason for the farmers to be afraid of the MPA. People are happy. People are proud to say to tourists, come in our town because we have an MPA, and they are very, very proud. We have some fishermen that are still against us, and they're claims fishermen. This is a problem that we have to resolve yet, because sometimes they try to go in to the MPA area where there is no possibility for them to fish. And the other fishermen are all happy. They're all happy. So I think that the reason of this success is because we didn't work only on biodiversity conservation, but worked also, and I want to thank our director, is Fabio Valarola, that is here, and all the staff. They worked constantly every day, not only on biodiversity conservation, but on education, on marketing, on local tourism. And I think this is the reason why, after 5 years, everybody's proud to have an MPA on our territories. A lot of people in our town rent houses, apartments for tourists, and they're happy too, because it's the moment it's not too happy in Italy and Europe, and they have noticed how having an MPA
on their territory helps them to rent a house. And since we have MPA area, we have had in the last 5 years, every year, Blue Flag awarded. And recently we have been awarded also by CETS, so European Charter of Sustainable Tourism. And I think that other benefits of having an MPA on our territories is also this kind of conference. It gives us the possibility to know better other experiences, MedPlan network, and something very important, very special. Thank you very much. I think, in fact, alors je vais le dire en français parce que ça me sera plus facile, mais un des aspects, effectivement, des bénéfices, un des aspects importants des bénéfices économiques, c'est le retour d'image et l'image de marque qui soutiennent très fortement la promotion des espaces naturels et les activités qui y ont cours. On sait de façon très claire aujourd'hui qu'une part non négligeable des populations européennes, et notamment des pays de l'Europe du Nord, sont de plus en plus attachés à ces labels, à ces normes environnementales, qui sont d'ailleurs beaucoup plus inscrites dans leur quotidien qu'elles ne le sont dans le sud de l'Europe, et qui jouent favorablement la destination des espaces naturels. We were told recently that the Italian government asked for a socio-economic benefit assessment of all the MPAs in Italy. What information and answers they expect to get through this assessment, and how will they use it to orientate their policies? Yes, the Italian government has asked to all the MPA areas social economic benefit assessments. We have 31 MPAs in Italy, and the government would like to acquire a management schedule, implement a monetary plan, but to do this they have to assign a value, an economy value to the MPA environment. And so not only economy accounting, but also environment accounting. And you imagine that it's a lot easier having these values in mountain parks, in marine parks, in a marine protected area. It's a bit difficult, more difficult. Anyway, because you have to have values of water quality, seabed quality, fish quality, biodiversity conservation, dune areas, touring effects, and know how the local community participates in these activities. Anyway, all the MPA areas in Italy have sent themselves, and they are collaborating with a lot of universities, and they have decided that next year, 2016, or at least 2017, they will finish this work. So they did step 0, step 1, step 2, and step 3 should be in 2017. Well, they will give these assessments to the Italian government. Thank you very much for your answer. Fotis Papoulias, you work in the European Commission on the Environment Unit and Nature Protection, and you are a coordinator of the policies. Je vais peut-être parler en français, hein, ce sera plus facile pour moi. Hein? Peut-être pour vous aussi d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un panorama rapide, hein, des actions qui sont entreprises par la Commission européenne pour soutenir la protection du milieu marin, tout en s'efforçant d'en démontrer les bénéfices et les retombées socio-économiques? First, good afternoon to everybody. Well, merci beaucoup déjà pour l'invitation à cette conférence.
Ça, je le dis en français, après je continue en anglais. Mais on est très intéressé en fait par toutes les activités des réseaux régionaux tels que MEDPAN. Et donc, je suis très content d'être parmi vous, en fait, d'avoir aussi ce retour d'expérience du terrain. Ça, on est très content de vous avoir parmi nous aussi. Hein. Voilà. Then switching into English. First of all, just to clarify that I work in the Nature Unit of DG Environment of the European Commission. It's the unit dealing with the implementation of the European nature legislation, the Birds and the Habitats directives, and in particular with the implementation of the European Ecological Network Natura 2000. So our approach to marine protected areas is from the angle of extending the network, the Natura 2000 network, in the marine environment. As you will know, just in general terms, this is part of our overall work at European level to implement our European biodiversity strategy, whose primary, one of the target one, deals with full implementation of our legislation. So coming then to the marine areas, our primary concern for the moment remains, as I said, the extension of the network in the marine, where still significant gaps for designation of marine protected areas under Natura 2000 still exist. Secondly, and at the same time, our efforts more and more focus on the good management of protected areas under Natura 2000. Already for terrestrial sites, there has been a lot of work undertaken in order to promote exchanges of good practices and to promote cooperation among member states and among different, all the operators who are concerned by Natura 2000. And now we're trying to promote this concept also at sea. As part of the overall effort to promote implementation of Natura 2000 and promote also the idea of sound management of the area, so they don't just remain some lines drawn on a paper, but they are able to fulfill their conservation objectives. So part of this work has to do with identifying and estimating as far as possible the benefits from the social and economic benefits from protected areas. This from 2 points of view. First, if we're talking about management of areas, this means costs for management. So we have tried a few years ago to estimate the overall cost for managing Natura 2000. The results aggregated at the European level gave a figure of something less than 6 billion euro per year. At the same time, and in line with methodologies developed from the Millennium Ecosystem Assessment, and then from a broad European project called the Economics of Biodiversity and Ecosystems, the TEEB project, we developed some methodology in order to assess benefits from protected areas and biodiversity in Europe. On that basis, we carried out some assessments of benefits from Natura 2000 and specifically areas in terms of the ecosystem services provided by those areas for people or for society and the economy. From that exercise, which was completed about 2 years ago, we get an overall figure, which is still an estimate and a broad estimate, but still I think it's very indicative of something like between 200 and 300 billion euro per year of benefits arising from ecosystem services provided from protected areas under Natura 2000. So in that perspective, this is a very important tool in two respects. First, to support the idea that investing in Natura 2000 does pay back. Secondly, to provide a tool to decision makers, especially at local level, but also at national and regional levels, to understand what is really the value of the biodiversity, why we need to protect it, and then further better integrate the conservation objectives of the areas into local or broader spatial planning strategies, land use plans, and decision-making
and also do the necessary trade-off. When the necessary trade-offs have to be made, then due account to biodiversity values can be given. This work has also touched, but I would say in a marginal way, also on marine protected areas under Natura 2000. The reason being, again, twofold. On the one hand, we don't have yet a fully developed network at sea. As I said, it's still in progress. And secondly, because the methodological aspects in the marine are slightly different compared to the terrestrial. However, we have already got some data about the some ecosystem services and their values from marine protected areas, for example, due especially to tourism and also from maintaining healthy fish stocks and spawning areas, for example, within Natura 2000 sites. And again, we have some figures which are quite impressive. If you wish, I can give you details later on. Now, our objective is to move on with this work, trying to refine a bit the methodology for assessing the economic benefits from our marine areas under Natura 2000. We know that already existing information is based on case studies, which are relatively still very few. And I'm really glad that today we heard already a lot of interesting hands-on experience about, which is a sort of case studies, but definitely we need to improve our database of such case studies at European level, so that we can have a kind of bottom-up approach towards assessing an overall value of the socioeconomic values of the protected areas. We have also noticed that although for fisheries and for tourism benefits, there is already a lot of experience. However, there is much less when it comes to other, especially regulating services provided by marine ecosystems, which have to do with climate change adaptation, climate change mitigation, addressing natural hazards, floods. On those areas, we still need to improve our knowledge base. And secondly, we would like also to improve a kind of, let's say, top-down approach, if I may, meaning starting from general services provided by some ecosystems, then trying to demonstrate the value of protecting those ecosystem services within protected areas. And this gives you, I think, an idea of where we stand with this aspect of assessing, estimating, and promoting also the socioeconomic benefits from areas, especially marine areas, under Natura 2000. In that respect, I would like to mention also what we call the biogeographical approach for addressing the management needs of protected areas. It's a process that the Commission kicked off about 2 years ago for the terrestrial side. So what we're trying there is to bring together at the biogeographical region level the different actors, be it administrations, authorities at different levels, stakeholders, economic operators, NGOs, etc., in order for them to be able to discuss what are the issues for the management of the sites, what are the threats which that the sites are facing, and then, importantly, what are the solutions in order to address those threats. And in doing so, what we want is to promote exchange of existing practices, especially, of course, good practices. Secondly, to improve cooperation among all those people at a biogeographical level, so among countries. And thirdly, also to promote the social and economic benefits from protected areas. This process now also is being extended for the marine areas under Natura 2000. So I believe that the hands-on experience from meetings like this, but also, I hope, further workshops, events, etc., will also feed into this process, which, of course, would aim at a better
management of protected areas together with all the actors concerned. Thank you very much for this detailed answer. I'm afraid we will run short of time, so I will address the question to the assistants. J'aurais souhaité avoir le point de vue de l'Agence des aires marines protégées, qui est une agence de compétence nationale. Céline Morer est-elle toujours parmi nous? Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce sujet, Céline? Merci. Tout d'abord, je vais juste rebondir par rapport à toutes les interventions qui ont déjà été faites pour dire que finalement, quand on entend tout ce qu'on a entendu sur la pêche, sur les effets, sur la plongée, finalement, les bénéfices socio-économiques sont connus. Le principal problème auquel on doit faire face, c'est de les faire reconnaître, d'arriver à mieux les promouvoir. Et donc, je pense que ça, c'est une des pistes, parce que j'en profite puisque je vais devoir partir, des pistes qui seraient à aborder dans les ateliers de cet après-midi. Pour ce qui concerne les aires marines protégées en France, donc on a une richesse de statuts d'aires marines protégées avec des aires marines protégées très anciennes comme Port-Cros, d'autres beaucoup plus récentes comme les Calanques ou le golfe du Lion. Et très récemment, à partir de 2006, le développement durable, pour certaines d'entre elles, donc, est devenu au cœur des missions de ces aires marines protégées. C'est-à-dire que le standard commun, quelque part, des aires marines protégées, c'est qu'elles ont toutes, bien entendu, la conservation des habitats et des espèces. Mais pour les parcs nationaux, pour les parcs naturels marins et pour les terrains du Conservatoire du littoral qui le domaine public maritime leur est affecté, la mission de développement durable du territoire fait partie des objectifs de ces espaces. Et donc, la façon de les évaluer, finalement, ces bénéfices socio-économiques pour ces catégories d'aires marines protégées, c'est tout simplement d'évaluer la gestion. Et donc, on a déjà des outils qui sont mis en place à travers des indicateurs, alors bien entendu à améliorer, mais cette évaluation permet d'avoir non pas une évaluation malheureusement avant-après création, puisque c'est très très rare qu'on ait une évaluation avant-après, mais ces indicateurs permettent d'avoir au moins une évaluation des tendances. Pour les autres catégories d'aires marines protégées en France, donc les sites Natura 2000 dont on parlait juste avant, les réserves naturelles, ce n'est pas parce que le développement durable n'est pas au cœur des missions que, je pense qu'il y aura des interventions par la suite, qu'il n'y a pas de bénéfices socio-économiques, notamment par rapport à la plongée. Mais je voudrais effectivement revenir sur des points qui ont été déjà dits ce matin. C'est que, bien entendu, il faut s'intéresser aux bénéfices socio-économiques, mais on a tout un rang de services rendus qui ne sont pas forcément, a priori en tout cas, monétarisables ou qui ne rentrent pas forcément dans ce champ monétaire. Et sur lesquels il faut travailler. Alors, je pense qu'il y aura aussi des débats dans l'atelier de cet après-midi sur faut-il absolument les monétariser ou faut-il simplement essayer de les étayer ou de les illustrer? Parce que finalement, est-ce qu'on peut donner une valeur économique au fait que l'herbier de Posidonie aide à lutter contre l'érosion du trait de côte, ou est-ce qu'on peut donner une valeur financière au stockage de carbone? Je reprends encore l'exemple de l'herbier de Posidonie. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai que ça permet peut-être dans des discussions où il faut absolument parfois justifier l'existence des aires marines protégées, d'avoir des arguments. Et je pense que l'argument 1 € investi dans une aire marine protégée égale tant d'euros de retour, c'est quand même un argument important. Mais finalement, il faut aussi le compléter d'autres choses qui sont de l'ordre du sensible et que malheureusement, on ne peut peut-être pas monétariser. Juste un dernier mot pour dire quelle expérience on a à l'échelle méditerranéenne, l'Agence des aires marines protégées. Finalement, on a plutôt une expérience à l'échelle de la Manche, à travers un projet qui a été évoqué ce matin, qui est le projet Valmer, et qui associe plusieurs aires marines protégées des deux côtés de la Manche. Et ça sera mon dernier mot. Je pense qu'il faut peut-être dépasser l'étude qu'on peut faire, des études de cas très ponctuelles à l'échelle de chaque aire marine protégée ou à l'échelle d'une thématique pour prendre une approche plus globale. Pourquoi ? D'une part, si je reviens à cette question de reconnaissance de ces bénéfices socio-économiques, vous avez souvent des acteurs qui vont dire vous avez ce résultat-là dans cette aire marine protégée-là,
Mais moi, mon cas à moi n'est pas du tout le même. Et donc pour cette question d'appropriation, prendre peut-être un champ d'approche plus large, c'est plus intéressant. Et puis je rebondis aussi sur ce qu'a dit Fotios, c'est la question d'échelle biogéographique, aborder la question à l'échelle d'un réseau cohérent d'espaces pour lesquels on sait très bien que les bénéfices sont locaux, mais également à une échelle beaucoup plus large, c'est aussi, je pense, un point important. Voilà, j'étais un petit peu longue, désolée. Merci. Merci Céline. On vient d'évoquer, à travers le propos de Céline Maurer, les espaces classés Natura 2000. J'aurais souhaité la contribution de notre ami où est-il Renaud Dupuis de la Grande Rive. Est-ce qu'il a un micro? Donc je pense que voilà les sites. Comment? Ouais, je te vois pas parce que j'ai la lumière dans la figure. Merci. Oui. Donc, oui, bon, en fait, en quelques mots, d'abord, tout ça, ça commence aussi avec effectivement le sourire. Un peu forcé, parfois, dans l'histoire du site Natura 2000 dont je m'occupe depuis, ben voilà, un petit peu comme Jean-Michel, depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'entends effectivement, je vois les nouveaux espaces naturels protégés, y compris ce Natura 2000, certains qui rament, d'autres qui se développent bien, voilà, nous, ça dure depuis 20 ans. Donc tout ça, c'est quand même de la persévérance, c'est un processus long, c'est de la patience. C'est du relationnel, c'est savoir discuter avec les gens, c'est savoir organiser des réunions. Je dis cela parce que c'est mon vécu. Et c'est vrai qu'au départ, comme chez vous, monsieur le maire, dans ma commune, quasiment tout le monde, enfin en tout cas beaucoup étaient opposés à ce site Natura 2000, y compris les élus, y compris le maire. Et le maire de l'époque, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, c'est le même que celui d'aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui, ben, je travaille pour lui aujourd'hui, puisque je suis directeur du milieu marin de la ville. Donc, on veut voir un petit peu l'évolution des choses. Donc, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Voilà, je peux dire presque n'importe quoi, ce qui n'est pas là. Ah oui, c'est enregistré, je ne peux pas dire n'importe quoi, excusez-moi. Voilà, enfin, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un travail de concertation et c'est un travail de bonne connaissance de son territoire. À l'échelle locale, certainement, à l'échelle méditerranéenne et en tout cas française ou régionale, c'est ce que je m'attache à faire, en tout cas en ce qui me concerne en étant membre de réseau, parce que je crois à cette dynamique-là du partage, mais en tout cas en bonne connaissance, bien évidemment, des écosystèmes, comme on le fait tous dans nos aires marines protégées, mais aussi en termes socio-économiques. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est plus difficile parce que pas facilement, je vais dire les choses, pas toujours facilement finançable. Suivre la fréquentation d'un site de manière claire en faisant des suivis scientifiques, comme disait Jean-Michel Culloli, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un tableau de bord, de dire voilà, ça, à l'instant T, j'ai cela. Il suffit après de voir, il faut voir effectivement l'évolution des choses. Donc cela, ça nécessite des moyens. Et c'est pour connaître ces activités. Ça permet de se faire connaître, ça permet de partager, ça permet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'inclure ces acteurs locaux dans les comités de pilotage de gestion des sites, dans les groupes de travail des sites, dans les projets des sites. Nous, c'est ce que nous avons fait avec les plongeurs, par rapport à votre intervention, madame, de la Fédération de plongée. On travaille avec les plongeurs depuis très longtemps. On a mis du temps pour leur montrer, pour leur démontrer qu'en protégeant mieux leur site, donc en ne faisant pas n'importe quoi avec leur bateau, en ancrant n'importe où, mais en mettant des mouillages écologiques, en les incluant dans notre politique à nous de zones de mouillage, on allait pouvoir résoudre les problèmes. Et nous l'avons fait ça depuis quelques années. Aujourd'hui, nous pouvons mesurer l'évolution et on peut mesurer l'intérêt qu'ils ont à rester. Et comme vous le disiez, le nombre de clubs n'a pas trop changé, mais ils sont encore là et ils sont, je pense, heureux de l'aire marine protégée telle que nous la gérons. Enfin, je dirais deux autres choses. Tout ça, ça passe par des équipes, par des gens qui gèrent des aires marines protégées, par des hommes, par des femmes. Je le dis parce que je tiens à cela. Souvent, j'entends voilà, une aire marine protégée, parfois un site Natura 2000 géré avec des 0,02 ETP, enfin, je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Pour être au plus près des gens et faire vivre nos territoires locaux, parce que voilà, on habite tous aussi quelque part près de nos aires marines protégées, c'est un point qui est important et que nous avons développé en la matière. Et puis, dernière chose, voilà, je reviens un petit peu au sourire du début,
C'est tous les aspects, tu as raison Céline d'avoir dit ce que tu disais tout à l'heure, sur le bien-être, le plaisir. On s'est rendu compte en mettant en place une zone de mouillage écologique donc l'année dernière, c'est tout récent, on a travaillé pendant 4 ans avec de très nombreux partenaires en installant 40 mouillages. On a fait des petits questionnaires comme ça, un peu à notre sauce, hein, en s'inspirant aussi de ce que faisaient certains scientifiques universitaires. Et parmi les résultats, on avait oh, qu'est-ce que je suis bien sur mon bateau, sur ma bouée écologique, près de cette île de Bresco, c'est le nom de la seule île qui est chez moi, qui est d'ailleurs dans le Languedoc-Roussillon. Voilà, je suis bien, j'ai pas de jet qui traverse à fond la caisse à côté de mon bateau, j'ai pas mon voisin qui est à 3 mètres de moi en train de faire la même chose que moi sur mon bateau. Je pense que ça, de la même manière qu'une petite famille qui vient sur le sentier sous-marin du Cap d'Agde, qui nous sert d'outil de communication, monsieur le maire aussi, par rapport à tout cela, pour voilà, défendre le fait qu'on peut aussi venir au Cap d'Agde pour autre chose que d'aller se baigner. Je rappelle un petit chiffre, par rapport au vôtre que vous donniez. Chez moi, c'est 25 000 habitants pendant l'hiver, 250 000 pendant l'été, 15 millions de nuitées. Hein, on est au Cap d'Agde, plus grande station balnéaire littorale d'Europe. L'aire marine protégée dont je m'occupe, elle est collée à ça. Donc nous, on doit gérer tout cela. On a mis 20 ans pour commencer à le gérer. Je ne dis pas que tout est réglé, mais en tout cas, c'est avec ce travail-là que nous l'avons fait. Voilà, donc ne pas oublier la notion de bien-être et de plaisir qu'on doit par rapport aux gens qui viennent nous visiter ou aux habitants qui sont près de l'aire marine protégée. Merci Renaud. Il y a un secteur finalement qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, ou en tout cas on l'a fait, mais entre les lignes, c'est les activités de croisière, et j'aurai 2 personnes à qui adresser des questions. La première, ce sera Émilie Vergne-Blanquet, qui représente ici Port Toulon-Provence, qui est une structure gestionnaire des ports de l'aire toulonnaise et qui est un acteur dynamique du développement local. Et je voulais lui demander un peu son sentiment, son point de vue sur ce qui a été dit et sur la façon qu'elle a d'anticiper et de s'engager sur ces questions-là. Elle n'est pas là. Alors, tant pis, on se passera de ce témoignage, mais je vais en avoir un autre à vous proposer qui sera tout aussi passionnant. C'est celui du commandant Vielfort, qui gère ce qu'on peut appeler, je crois, une société d'armement, qui organise des croisières dans des régions froides, notamment en Antarctique. Il se trouve que j'ai un parcours qui m'a amené à croiser un de ses commandants lors d'une émission avec Catherine Chabot sur France Inter à Paris. Et j'avais été frappé par le discours d'attention qu'il avait présenté sur les conditions dans lesquelles ces croisières sont organisées. Et je voudrais que le commandant nous donne un peu son sentiment et son point de vue, justement, sur cette façon d'intégrer au mieux l'activité de croisière dans des environnements fragiles. Le commandant n'est pas là ? Eh bien, écoutez, dans ces conditions, on va gagner du temps. On va perdre quand même en expérience parce que je pense que c'est un secteur aujourd'hui en très fort développement qui est susceptible, je dirais, d'avoir des effets sur nos espaces, hein, qu'ils soient, qu'on puisse juger favorables ou plus compliqués à assimiler. Mais en tout cas, c'est une vraie réalité d'aujourd'hui. Et je pense que d'ailleurs, c'est une activité commerciale qui ne cessera de se développer. D'abord parce qu'elle correspond effectivement à une certaine forme de demande. Et je dirais que quand on parle de tourisme, il n'y a pas un tourisme, il y a des tourismes. Et celui-là, il existe. Et que par ailleurs, sur le plan économique, ce qui fait aussi l'intérêt économique de cette activité, c'est qu'elle est très pratique parce qu'on déplace son outil de travail en fonction des conjonctures. Donc on s'exonère de tous les risques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient météorologiques. Et donc on est dans une sorte de démarche un peu d'opportunisme qui, forcément, à un moment donné, viendra, entre guillemets, télescoper ou en tout cas rencontrer nos territoires. Donc ça aurait été intéressant de pouvoir avoir un point de vue là-dessus. Bon, tant pis, on essaiera de les joindre. En tout cas, ils nous ont peut-être envoyé des contributions écrites et on les mettra dans le compte-rendu final. À l'issue de ce premier temps de notre réflexion et ce travail commun, je voudrais d'abord remercier tous les contributeurs qui ont participé à cette table ronde. Certains viennent de loin.
Ils ont tous des agendas très serrés. Et donc, vraiment, du fond du cœur, je voudrais leur remercier à la fois pour la richesse de leurs propos et puis pour ce que j'ai pu percevoir dans chacun d'entre eux de passion pour les sujets qui sont les leurs. Et je pense que derrière ces questions-là, derrière cette démarche collective, l'idée de la passion, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je pense que on peut être très bon, on est encore meilleur si on introduit un peu de passion dans son quotidien.